Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire, qui, je vous le rappelle, est consacrée aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. L'édition de ce soir prend place à l'intérieur de la 5e saison des figures marquantes, qui est consacrée au 20e siècle, notre 20e siècle, le siècle de la Révolution tranquille. Eh bien, ce soir, justement, il sera question d'un grand révolutionnaire tranquille, René Lévesque. René Lévesque, qui est né à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, donc probablement l'hôpital le plus près de son village de New Carlisle, en 1922, et qui est décédé à Montréal en 1987, 2 ans seulement après son retrait de la vie politique. C'est peu de dire que cet homme, par son énergie, par sa façon aussi de s'exprimer, par ses idées et son action, a profondément marqué les Québécois. Son parcours est assez connu. Je vous le rappelle brièvement, il a été d'abord un journaliste qui a été recruté par l'armée américaine pour être correspondant de guerre. Ensuite, brillante carrière à Radio-Canada comme reporter, animateur, journaliste, bien sûr. Il quitte cette belle carrière pour se jeter dans l'arène politique en 1960, rejoint les libéraux de Jean Lesage, l'équipe du Tonnerre, et il va piloter cette fameuse réforme où il va permettre de compléter la nationalisation de l'hydroélectricité, qui sera le cœur de la campagne électorale de 1962. Il claque la porte du Parti libéral sur la question nationale en 1967 et fonde le Parti québécois en 1968, parti qui prendra le pouvoir uniquement 8 ans plus tard, ce qui est très rapide. Et René Lévesque devient donc premier ministre en 1976 jusqu'en 1985. Ce qui est vraiment frappant lorsqu'on regarde comment René Lévesque est perçu aujourd'hui, c'est que, autant de son vivant, il a polarisé les Québécois autour de grandes réformes, de grands enjeux, autour évidemment de la question de la souveraineté du Québec. Et donc, il avait de son vivant des admirateurs, mais aussi des adversaires très, très coriaces. Donc, autant il a peut-être polarisé de son vivant la société québécoise et même canadienne, autant aujourd'hui, il semble faire l'unanimité. Au strict plan partisan, si on passe les partis les uns après les autres, évidemment, pour le Parti québécois, c'est un phare, c'est le fondateur, c'est celui qui a porté le projet de la souveraineté du Québec, mais pour les autres partis aussi, il est une inspiration. Les gens de Québec solidaire se rappellent qu'il a longtemps pesté contre les vieux partis et qu'il a été très attaché à une forme très généreuse de social-démocratie. Les libéraux voient en lui un défenseur des droits de la personne, de la démocratie, quelqu'un qui était allergique à toute forme d'intolérance, quelqu'un qui voulait vraiment protéger les minorités. Et même la coalition Avenir Québec, dans son discours inaugural, son premier discours en tant que premier ministre du Québec, François Legault évoquait la figure de René Lévesque comme une figure de grandeur, capable d'inspirer de grandes transformations à la société québécoise. Donc, tout le monde se reconnaît dans René Lévesque. Est-ce que ce sera encore le cas dans 50 ans? Nous le verrons bien, mais pour l'heure, c'est une figure qui rassemble les Québécois. Et pour nous parler de lui, nous recevons quelqu'un qui l'a à la fois connu et étudié. C'est rare qu'on a cette combinaison dans la même personne. Notre invitée de ce soir a été une adjointe, une conseillère. Elle a été sa dernière chef de cabinet en 1984-85. Elle a donc vraiment côtoyé, l'a connu de très près, l'a vu agir. Et plus tard, elle a décidé d'écrire un livre sur cette expérience, mais avec une approche d'historienne, puisque la plupart des documents qui fondent ce qu'elle avance sont des documents d'époque, des documents d'archives. Et donc, elle a à la fois une connaissance personnelle du personnage et une connaissance d'historienne fondée sur des documents d'époque. Elle a aussi publié un livre sur l'histoire du Bloc québécois. C'est une conseillère en communication très appréciée. Donc, il me fait plaisir d'accueillir pour vous Mme Martine Tremblay. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Hélas, devant une salle vide, puisque Dieu sait que René Lévesque attire les foules, on est convaincu qu'aujourd'hui, on aurait eu foule, comme c'est souvent le cas durant cette 5e saison. Mais bon, nous sommes seuls devant le public qui nous suit via les réseaux sociaux et la captation de ma TV. Pour commencer,
je le disais d'entrée de jeu, vous avez un regard très particulier sur René Lévesque, d'historienne et de collaboratrice, de conseillère. Juste nous rappeler en quelques mots votre parcours à ses côtés. Quand l'avez-vous connu et quel cheminement professionnel avez-vous connu à ses côtés? Bien, je l'ai connu d'abord, je l'ai connu à la fin de 1971. J'ai été engagée par le Parti québécois pour travailler sur le programme. Alors, je sortais de l'université. En fait, j'ai interrompu des études de maîtrise pour prendre cet emploi-là. Et quelques semaines après avoir été engagée, je me suis retrouvée dans un conseil national du Parti québécois. Ce conseil national, vous savez, c'est là que on réunit tous les présidents de comté. Bon, et ça se réunit à peu près 3 ou 4 fois par année. Et donc, je me suis retrouvée là. Et il a demandé à me rencontrer, parce que là, on se voyait pour la première fois. Et puis, on s'est rencontrés. Et puis, quand René Lévesque avait un premier contact avec quelqu'un, il posait des questions, il était curieux. Moi, j'étais tout simplement impressionnée parce que, bon, oui. à l'âge que j'avais, évidemment, rencontrer René Lévesque qui voulait me parler à moi, donc c'est la première fois que ça m'arrivait. Oui. Et donc, j'étais très impressionnée. J'ai répondu à ces questions, mais c'était des questions banales. Tu sais, bon, vous êtes là depuis quand, puis vous aimez ça. Bon, bref, donc ça a été ma première rencontre. Je m'en rappelle parce que c'était la première, mais sinon, il ne s'est pas passé grand-chose là. Mais après, donc, j'ai travaillé. Je le voyais épisodiquement, puisque je travaillais, j'organisais des colloques, je préparais le travail de congrès, des choses comme ça. Et puis, en 1973, la campagne électorale, il y a une campagne électorale qui est déclenchée à l'automne 1973, et là, on me demande de l'accompagner dans sa tournée. Et c'est là, évidemment, que j'ai appris vraiment à travailler à ses côtés. Je l'ai suivi pendant toute cette tournée électorale, où il y a eu des hauts et des bas, évidemment, puis qui s'est terminée comme on sait. Et puis après, j'ai continué à travailler aussi sur ses déplacements dans tous les comtés du Québec et je l'ai accompagné la plupart du temps. Ce qui fait que pendant quelques années, j'ai parcouru le Québec à ses côtés, ce qui a été une occasion formidable de l'observer et d'apprendre à travailler avec lui, de le décoder. Bon, et puis on a eu beaucoup de conversations aussi. Donc, c'est ce qui a permis de développer une sorte de complicité qui s'est maintenue par la suite, évidemment. Jusqu'à devenir son chef de cabinet, c'est quand même Jusqu'à devenir, oui. Alors, j'ai travaillé à son cabinet de premier ministre à partir de 1978 jusqu'en 1985. Et j'ai été sa dernière chef directrice de cabinet. Et puis, j'ai même travaillé avec lui après, quand il a quitté la politique. Alors, quand il préparait des projets de séries télévisées. Et donc, j'ai travaillé avec lui. Donc, la dernière année, on s'est vu jusqu'à la toute fin, là, pratiquement. Oui. Et donc, en 2006, vous faites paraître ce gros ouvrage, là, c'est un vrai pavé, Derrière les portes closes, René Lévesque et l'exercice du pouvoir, 1976-1985. Vous le dites d'emblée dans votre introduction, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées sur René Lévesque. C'est peut-être un de nos hommes politiques sur lequel on a plus écrit. Il est probablement le seul homme politique qui a eu droit à une biographie en 4 volumes de Pierre Godin. Est-ce que vous aviez l'impression que cette somme il y avait quelque chose qui manquait? Qu'est-ce qui manquait? Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? J'avais souvent dit, je n'écrirai pas là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont écrites, et qu'est-ce que je pourrais ajouter? C'est quand j'ai commencé à fouiller dans mes archives personnelles, parce qu'en quittant le gouvernement en 1985, bien, vous savez ce que c'est, on part avec ses caisses. Alors, tout ça avait été mis dans des classeurs chez moi, et je n'avais jamais regardé, je n'étais jamais vraiment retournée pour fouiller là-dedans, jusqu'au début des années 2000. Et puis là, j'ai commencé à les fouiller là-dedans et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses manuscrites. Et donc, j'avais quand même beaucoup de matériel. Et puis, je me suis dit, bien, tiens, pourquoi je n'essaierais pas de voir si je ne peux pas, à partir de ça, apporter un éclairage nouveau. Et donc, j'ai commencé à travailler sans savoir au début, là, sans vraiment être sûre que ça allait aboutir. Et puis, ça a donné ce livre-là. Ça m'a permis aussi, parce que, bon, le titre, c'est « Derrière les portes closes », ça me permettait d'aller chercher aussi un point de vue de l'intérieur. Pas nécessairement le mien, non, c'est ça, mais de témoigner de ce qui avait été son angle à lui dans plusieurs épisodes importants de la vie de son gouvernement. Et ça me permettait aussi de parler des gens dans l'ombre. Vous savez,
conseillers. Les conseillers qui ont souvent jouent un rôle très, très important dans le processus décisionnel. Et qui sont souvent critiqués aussi. Ils sont souvent critiqués, parce que souvent, quand ça va mal, on dit Oui, que c'est les conseillers. Voilà. mais en même temps, c'est vrai qu'ils jouent un rôle, certains d'entre eux jouent un rôle très, très important qui est souvent ignoré. Alors, c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière, et puis... Alors donc, je dis aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, c'est pas un livre de confidence de René Lévesque. René Lévesque qui s'ouvre, et là, Martine Tremblay qui a recueilli toutes ces petites confidences. Parce que, justement, René Lévesque était un homme très pudique, c'est ce que vous dites, très jaloux de sa vie privée et même de sa vie intérieure, je dirais même, de peut-être ses états d'âme. C'est pas un homme qui se confiait facilement. Vous qui étiez souvent avec lui, on ne peut pas dire que c'est un homme qui se confiait? Ou... C'est-à-dire qu'on pouvait parler facilement avec lui de toutes sortes de choses, hein, de ce qui se passait en société. Il aimait beaucoup sortir du cadre du travail et parler beaucoup de lecture, par exemple. Comme c'était un lecteur boulimique, alors il adorait parler des livres qu'il avait lus. Bon, donc, c'était facile d'échanger avec lui là-dessus. Mais parler de sa vie privée à lui, non. Non. Par exemple, moi, j'ai été étonnée quand j'ai lu ses mémoires de voir la dédicace d'abord à son père, Dominique Lévesque, dont il dit que c'était l'homme le plus important de sa vie, ça a été son mentor, et ce qu'il dit sur son père, mais jamais il n'en parlait, jamais il ne nous en parlait. Il en a peut-être parlé à quelques autres, là, ses amis très proches, mais c'est pas... Et il n'aimait pas qu'on lui pose des questions là-dessus. Ça le dérangeait. Donc, c'est quelque chose... C'est vraiment quelque chose qu'il gardait pour lui. Et il ne se confiait pas non plus sur ses états d'âme. Il n'aimait pas les états d'âme. Et donc, on n'était jamais, en fait, très, très rarement dans ce registre-là avec lui. Alors, justement, revenons à ses débuts. On va parler tout de suite de son père. Mais avant, New Carlisle. Vous croyez que New Carlisle a pesé, a joué un rôle dans sa représentation du monde, dans certains de ses choix politiques? Pourquoi? D'abord, il faut savoir que New Carlisle, c'est une petite agglomération de un peu plus de 1000 habitants. À New Carlisle, il y a beaucoup d'Anglais. Alors, il y a des descendants de loyalistes, et puis il y a surtout les descendants de cette famille Robin qui venait de l'île de Jersey, parce qu'il y avait aussi des Anglais venus des îles Jersey et Guernsey. Et donc, il y avait ces Anglais qui dominaient, si on peut dire, l'économie de New Carlisle, qui contrôlaient la pêche, qui contrôlaient même une partie de l'agriculture, ce qui fait que les Canadiens français de New Carlisle vivaient un peu, étaient à la solde de ces marchands anglais qui dominaient. Mais il y avait aussi à New Carlisle, je dirais, une petite aristocratie faite d'avocats. Il y avait un palais de justice, il y avait un bureau d'enregistrement. Et donc, le père de René Lévesque, c'est un avocat. Donc, ça lui donne quand même un certain statut. Alors, il a été à la fois témoin d'une sorte, ce qu'on appelait l'infériorité économique des Canadiens français. Il l'a vécu à New Carlisle. Mais d'autre part, lui, René Lévesque, par tempérament, il était tout petit, il n'était pas costaud, mais c'était un hyperactif, un combatif. Alors, les batailles de rue à New Carlisle, c'était... Et il a gardé un souvenir plutôt positif de cette période où il se coltaillait fréquemment les francophones, les anglophones. Il a appris l'anglais. Mais il a très tôt développé, face à ces Anglais, une attitude totalement décomplexée. Lui ne s'est jamais perçu comme étant inférieur à eux. Et non seulement ça, mais il a cherché à leur montrer, écoutez, on est aussi bon que vous. Moi, je suis aussi capable de vous... Je parle votre langue, j'ai aucun problème, et puis on est aussi bon que vous. Et toute cette attitude de dire, dans le fond, si on se tient debout face aux Anglais, pas de problème, on va leur démontrer qu'on est aussi bon qu'eux. Donc, il n'y a jamais rien eu de revanchard dans son attitude par rapport, parce qu'il n'y a jamais eu une attitude de coloniser par rapport à eux, personnellement. Oui, tout à fait. Et donc, c'était dans sa personnalité. C'est pour ça aussi qu'il a souvent dit, si on n'aboutit pas dans nos projets, si on ne réussit pas à faire ce qu'on veut faire, ben on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'en vouloir aux autres. Oui, tout à fait. Et ça a déterminé toute son attitude après coup par rapport aux Anglais à l'intérieur du Parti québécois, surtout, évidemment, où il a eu à défendre très souvent les droits des anglophones. Mais en plus,
c'était un anglophile, René Lévesque. Dès cette époque-là, on sentait qu'il n'y avait pas d'aversion, lui, par rapport aux Anglais. Il était curieux. Il aimait parler anglais. Pendant la guerre, évidemment, il est allé à Londres. Il a adoré la ville de Londres. Il a parlé de la magie de Londres, même sous les bombes. Oui. Et puis, il aimait beaucoup les Américains. Oui. Et donc, on peut dire que c'était vraiment un anglophile. Mais un anglophile qui disait aux Québécois francophones, ben, il faut qu'on se tienne debout quand même. C'est ça. Face à eux. Affirmons-nous. Donc, c'est un peu ce type d'attitude. Et c'est pour ça que, selon moi, dès son enfance, il a développé cette attitude-là. C'est là qu'il l'a appris à le développer. Et ses parents, alors justement, son père, l'homme le plus important de sa vie, enfin, c'est la révélation qu'il nous fait dans l'exergue de ses mémoires, dans la citation de ses mémoires. Parlez-nous un peu de lui, Dominique Lévesque, son père. Bien, Dominique Lévesque, c'est un avocat. D'abord, il faut dire que René Lévesque ressemblait beaucoup plus à sa mère qu'à son père. Physiquement, vous voulez dire? Pas seulement. Ben, physiquement, un petit peu, mais c'est surtout par tempérament. Oui. Sa mère aussi avait un tempérament plus fougueux, plus passionné. Son père était un homme très calme, mais son père adorait la lecture. Il était d'ailleurs, quand même, il avait 7 ou 8 ans de plus que sa mère. Donc, il en imposait, si je puis dire, à René Lévesque par sa personnalité. Et donc, le jeune garçon, il a réussi à canaliser chez René Lévesque sa curiosité, son goût de la lecture. Et il était un peu, je dirais, la stabilité de René Lévesque. Ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que, évidemment, René Lévesque n'était pas le préféré de sa mère. Et il l'a senti très tôt. Sa mère lui préférait Fernand, son plus jeune frère, qui était probablement plus facile à gérer aussi, parce que René Lévesque était un garçon très turbulent, hyperactif, toujours agité, toujours en mouvement, qui n'a pas dû être facile à élever dans ces années-là. Et donc, son jeune frère était beaucoup plus sage. Oui. Et puis, après, il y avait un autre frère, et puis il y avait la petite Alice, la dernière de la famille, la seule fille, la chouchou. Donc, il était un peu dans une position où, il se sentait un peu comme, je dirais, l'objet d'un second regard, si on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est son père qui est devenu sa référence, qui est devenu son modèle, qui est devenu... Puis son père avait vu très, très vite aussi que ce garçon-là avait un potentiel qui l'amènerait, qui pourrait l'amener loin. D'ailleurs, au Collège de Gaspé, c'était un premier de classe. C'était quelqu'un qui n'avait pas de difficulté à étudier, comprenait tout très vite. Il écrivait, il a appris à écrire très bien, il est devenu un passionné de l'écriture. Et donc, son père représente toutes ses premières années d'apprentissage, de lecture, de découverte du monde, au fond. Oui, oui. Mais il meurt trop jeune. Donc, René Lévesque a quoi, 14 ans? À peu près, oui. À peu près. Et donc, ça force un déménagement. Un mot sur sa mère, vous en avez déjà parlé, donc une relation un petit peu plus... compliquée, justement. Et justement, ça nous amène au déménagement de Lévesque et de leur famille avec sa mère monoparentale, mais qui va tout de suite trouver un nouvel, enfin rapidement, 1 an ou 2 après, trouver un nouveau mari. Et là, ils vont vivre à Québec. Et là, ce qui est étonnant, c'est que justement, le René Lévesque, qui était bon au Collège de Gaspé, est toujours très performant à Saint-Charles-Garnier. Non, un peu moins, mais c'était le souvenir. À Saint-Charles-Garnier, c'était, je dirais, parce que d'abord, il n'a pas terminé à Saint-Charles-Garnier. Il est allé au séminaire après. Il a fait à peu près 1 an et demi à Saint-Charles-Garnier. À Saint-Charles-Garnier, il était bon en français, en littérature, mais il détestait les mathématiques, il détestait les sciences. Alors, il séchait les cours, il n'étudiait pas. Et donc, il y a eu des très mauvaises notes à Saint-Charles-Garnier dans ces matières-là. Ah oui, d'accord. Il écrivait dans le journal Le Garnier. D'ailleurs, il a connu, au Collège Saint-Charles-Garnier, il a connu des gens comme Pierre Boucher, le grand comédien après, qui a fait carrière à Montréal. François Cloutier, qui est devenu ministre libéral par la suite. Et donc, à Saint-Charles-Garnier, il étudiait ce qui l'intéressait. Et puis, pour le reste, il était très discipliné. Il faut dire qu'il n'y avait plus à Québec l'encadrement qu'il avait eu en Gaspésie. C'est ça. Il n'y avait plus le regard de son père.
Et puis, sa mère s'est remariée rapidement, comme vous l'avez dit, ce qui fait qu'il appréciait modérément, ce qui fait qu'à Québec, il vivait un peu en gang. Il vivait dans la famille Marceau, par exemple, qui l'a connu à Québec à ce moment-là. Donc, il était beaucoup dans le loisir, très dissipé. Il est redevenu un garçon indiscipliné, au fond, qui faisait un peu ce qu'il voulait. Puis, il a terminé au séminaire. Et au séminaire, il a fini, donc, par terminer son cours classique avant d'aller à l'université. Et justement, à l'université, il a toujours dit qu'il était allé en droit pour faire plaisir à sa mère, qu'il ne jurait que par les avocats. Et donc, ça aussi, ça a peut-être un peu contaminé leur relation, puisque ça ne s'est pas bien passé en droit. Hein? En droit, ça ne s'est pas très bien passé. Il n'étudiait pas, il jouait aux cartes avec Jean Marchand. Là, il a rencontré Doris Lucier, Jean Marchand, Robert Clich. Bon. Et il a joué plus aux cartes, semble-t-il, qu'il a... qu'il a étudié le droit. D'ailleurs, moi, je ne l'ai jamais entendu dire par la suite qu'il avait aimé ses études de droit. C'est quelque chose dont il n'a jamais parlé. Mais il faut dire aussi qu'en même temps qu'il étudie, il a commencé à faire de la radio. Oui, c'est ça. Alors là, à CKCV, d'abord à Québec, il est engagé comme animateur maison, plus ou moins. Ensuite, il est passé à CBV, Québec, qui était Radio-Canada à Québec. Et là, ça le passionnait vraiment. Il a vraiment... commencer à voir que c'est là-dedans qu'il était bien, qu'il était heureux. Forcément, il s'est installé. Il écrivait aussi dans le journal Le Carabin. Il a écrit quelques articles dans le journal Le Carabin quand il était à l'université. Mais donc, tout ce qui était, dans le fond, parascolaire ou tout ce qui était à côté lui plaisait infiniment plus que les cours. Et puis, il a fallu qu'il soit pris à fumer dans un cours pour être suspendu, et puis ça a été terminé après. Il a décidé qu'il passait à autre chose. C'est ça, c'est intéressant. Donc, il écrivait dans le Carabin, mais on a l'impression que ça a toujours été plus un homme de parole, donc dans la presse. Donc, c'est pour ça que, heureusement pour lui, au 19e siècle, il a été malheureux. Il n'y aurait pas eu de radio, de télévision, mais c'était un homme de la parole. Et ce qui est surtout frappant, c'est quand on entend sa voix d'avant, parce qu'il le dit dans ses mémoires que sa voix a débloqué dans les marécages de la Corée, que sa voix a débloqué ou... Non. Non, c'est l'inverse? C'est-à-dire qu'il a perdu la voix en 1945. Oui, c'est ça. Quand il parcourait avec l'armée américaine, quand il s'est promené dans les hivers humides européens. Et donc, il a fait des pharyngites et il a perdu la voix. Il lui est resté un filet de voix jusqu'à 1960. Et c'est pendant la campagne électorale de 1960 qu'il a retrouvé la voix. C'est incroyable. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'avec le filet de voix qu'il avait... Faire carrière. Qu'il ait non seulement fait carrière, mais qu'il ait fait à ce point sa marque à la radio. Oui. C'est quand même incroyable. Oui, tout à fait. Et celui, je pense, qui a le mieux témoigné je dirais, du talent et de la valeur d'un René Lévesque à la radio, c'est Gérard Pelletier. Gérard Pelletier, qui était un grand journaliste à l'époque et qui a écrit qui a commenté la performance, par exemple, de René Lévesque quand il était en Corée, mais d'une manière absolument, il a utilisé des mots pour dire à quel point il a marqué son époque, qu'il était ce qu'il avait vu de mieux, ce qu'il avait entendu de mieux, puisqu'on parle de la radio, mais à quel point il avait réussi par d'abord une capacité de synthèse incroyable, mais aussi par une capacité d'aller saisir la vraie vie des soldats en Corée. Il rendait compte de ce qu'était la vie d'un soldat en Corée d'une manière... personne n'avait jamais vu ça. Et donc, il s'est démarqué d'une manière étonnante, mais il faut quand même le faire, parce que quand vous n'avez pas de voix au départ, faire carrière de cette manière à la radio et réussir à capter l'attention des gens comme il a réussi à le faire, je pense que c'est remarquable. Et cette expérience de la Corée, il avait pu donc vivre une première expérience de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale. Un mot sur ce recrutement un peu curieux. Il est recruté par l'armée américaine. Et en quoi cette expérience-là va le marquer? Bien, c'est-à-dire que, au fond, pour dire vrai, en 1943-44, quand il est devenu évident qu'il faudrait partir, parce que, comme vous le savez, la conscription, il avait réussi à se faire exempter avant, parce qu'il faisait du journalisme. Alors, à Radio-Canada, CBV, à Québec, on avait réussi là, à trouver une raison pour l'exempter du service militaire.
Mais il est devenu rapidement évident il aurait probablement à partir. Et lui commençait à avoir le goût de voir du pays, de voir du mouvement, de voir de l'action, mais il souhaitait évidemment le faire comme journaliste. Et à Radio-Canada, à l'époque, puisqu'il avait des contacts à Radio-Canada, bien, tous les postes étaient déjà comblés à l'étranger. Et c'est là qu'il a fait une rencontre à Montréal. Il a rencontré M. Robb, qui était de l'Office of War Information des Américains, qui l'a envoyé à New York, où il a rencontré le grand journaliste Pierre Lazareff. Et on lui a fait passer quelques tests. Et puis, on a bien vu d'abord qu'il était parfaitement bilingue, qu'il connaissait son métier. Et puis, on l'a tout de suite engagé. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans l'armée américaine. Pas fâché, évidemment, comme il aimait les Américains. Finalement, il n'était pas fâché de partir avec les Américains. Alors, il ne va pas être tout de suite au front. Il va passer du temps à Londres. Mais lorsqu'il va aller en Europe, il va avoir des expériences marquantes, n'est-ce pas? Oui, bien parce qu'à partir du début de 1945, parce que fin 1944, début 1945, parce qu'à Londres, dans le fond, tout ce qu'il faisait, c'était de diffuser la propagande en français qu'on lui demandait de... Donc, il a apprécié modérément, en tout cas, le travail lui-même, mais il a adoré vivre à Londres. Et puis, toutes les connaissances qui s'est faites là-bas. Et donc, ça a été une expérience... Bon, il voulait voir du vrai terrain. Et on a fini par l'envoyer, donc, à la fin de la guerre, après le débarquement de Normandie. Donc, on l'a envoyé avec une unité de soldats américains. Et là, il a parcouru la France, enfin, une partie de l'Est de la France, l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne. Et puis, il a été quand même, je dirais, ébranlé par les derniers soubresauts de cette guerre-là, dont il dit que, bon, il y a des choses gratuites qui se sont passées à la fin de la guerre. On savait que c'était terminé, mais ça s'est étiré quand même avec des choses qui n'étaient pas très, disons, pas très belles à voir. Mais c'est surtout son entrée au camp de concentration de Dachau, où là, il a été absolument bouleversé, comme tous ceux qui étaient avec lui, parce qu'ils ont vu, parce que là, ils ont découvert des cadavres humains à toute fin pratique, là, et ça l'a bouleversé à jamais, là. Il se lance en politique après cette fameuse grève des réalisateurs de la fin des années 50. Il s'implique, conscientisation politique avec ça. Quand il joint le gouvernement Lesage, c'est quelqu'un qui détonne dans la classe politique à l'époque. C'est un peu un électron libre, on a l'impression. Quand on regarde, on lit les biographies d'époque, c'est quelqu'un qui a un esprit indépendant. Comment fait-il pour s'intégrer à un gouvernement? Il y a une ligne de parti. Comment ça se passe et comment vient-il s'intéresser au fameux dossier de l'hydroélectricité? Bien, d'abord, recruter René Lévesque en 1960, c'était une vedette de la télévision. Il faut bien savoir qu'avec Point de mire, il était devenu une vedette. Et puis, la grève des réalisateurs aussi, il l'avait un peu propulsé. Il était sur le devant de la scène. Donc, pour Jean Lesage et Georges-Émile Lapalme aussi, qui a joué un rôle là-dedans, c'était quand même une vedette qui était intéressant d'aller chercher. Bon. Pour René Lévesque, il était rendu là. Il l'a souvent dit par la suite. Bon, la grève des réalisateurs l'avait d'abord conscientisé et lui avait permis enfin, il s'était rendu compte que d'être sur le devant de la scène pour défendre une cause, qui était bien différent du métier de journaliste, où on est là en observateur, on est des témoins des événements, et il avait le goût d'aller plus loin, de passer à autre chose. Puis il faut bien le dire, l'émission Point de mire était terminée. Donc, il y avait des petits contrats, mais c'était moins intéressant pour lui à la télévision. Et donc, tout ça a fait que, finalement, les astres étaient alignés là, pour qu'il entre en politique en 1960. Bon, c'était un électron libre, c'est-à-dire qu'on ne savait pas encore à l'époque quel genre d'électron libre il serait, parce que c'était nouveau pour lui en politique. Lui, évidemment, il avait trouvé le programme libéral à l'époque intéressant. Il s'était, comme beaucoup de monde, beaucoup de collègues journalistes et beaucoup d'intellectuels de l'époque qui avaient combattu la dernière partie, si on peut dire, du régime Duplessis. Et donc, la fin des années duplessistes, si on peut dire,
avait été combattu férocement par tous ces gens-là. Donc, le programme libéral, l'équipe libérale, quelqu'un comme Georges-Émile Lapalme, qui a été très important pour lui dans l'équipe de Jean Lesage, tout ça fait qu'il est vraiment embarqué là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme. C'est après qu'on s'est aperçu, bien sûr, qu'il n'était pas facile à gérer. Oui, c'est ça. Il n'était pas facile à gérer. Et il y a beaucoup de choses dans le travail d'équipe qui n'étaient pas toujours fait pour lui. Mais là, il s'est... d'abord, il y a deux choses qui l'intéressaient. Il avait dit qu'il était intéressé par l'éducation. Si jamais on lui donnait une responsabilité ministérielle, il y avait l'éducation et il y avait l'énergie ou l'économie, parce qu'on n'a pas assez dit à quel point René Lévesque s'intéressait au dossier économique. Parce que pour lui, on parlait encore à l'époque de l'infériorité économique des Canadiens français. Et donc, c'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Et comme on l'a nommé au début ministre des Ressources hydrauliques, avant d'être aux richesses naturelles, les ressources hydrauliques, c'était essentiellement Hydro-Québec et quelques autres petits dossiers. Et donc, il a plongé dans le dossier d'Hydro-Québec. Il a travaillé d'arrache-pied pendant 1 an et demi. Et lui, très vite, en est arrivé à la conclusion qu'il fallait compléter, si on peut dire, la nationalisation des compagnies d'électricité pour 2 raisons. La première, c'était qu'il voulait absolument assurer les mêmes services à tous les Québécois, où qu'ils soient, au même prix. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il considérait qu'Hydro-Québec devait devenir une vraie locomotive de développement économique, avec des compétences francophones, et donc que ce serait une occasion de développer ces compétences d'ingénieur, d'administrateur, et qu'on avait tout ce qu'il fallait pour... Il l'avait vraiment vu très tôt comme le possible navire amiral pour le Québec, pour l'économie du Québec. Donc, faisons un petit saut dans le temps. Il va participer à cette expérience de la Révolution tranquille jusqu'en 1966. Il reste député. En 1966, il est réélu. Et là, il y a tout un débat au Parti libéral sur la fameuse question nationale constitutionnelle. Et moi, je me suis toujours demandé... Alors là, René Lévesque, c'est bien connu, va développer toute une réflexion avec les gens de sa circonscription, sur la souveraineté association. Il y a toutes sortes de formules qui circulent à l'époque, les États associés et tout ça. Et je me suis toujours demandé si René Lévesque, et je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, est-ce qu'il croyait sincèrement convaincre les libéraux de se rallier à son projet de souveraineté association, ou est-ce qu'il savait qu'il allait claquer la porte éventuellement? On est en 67, on fait un petit saut dans le temps. D'après ce que vous en savez. En 67, je pense bien qu'il ne se faisait pas trop d'illusions sur la possibilité de convaincre tout le monde, parce que dans l'équipe libérale, il y avait bien du monde. Oui. Alors, il y avait un certain nombre de personnes qui, possiblement, allaient le suivre, mais il y a un grand nombre dont il savait très bien qu'ils n'iraient pas jusque-là. Mais il faut voir que René Lévesque a évolué lui-même beaucoup. Oui, c'est ça. Il a commencé à s'intéresser vraiment à cette question-là dès le début des années 60, alors, à travers les dossiers qu'il pilotait. Et puis, il a commencé, d'ailleurs, dans des allocutions qu'il allait faire devant des étudiants, il commençait à réfléchir tout haut, ce qui agaçait, d'ailleurs, passablement beaucoup de ses collègues. Mais il commençait à réfléchir tout haut à cette question, qu'il fallait que le système change, que le Québec n'avait pas suffisamment de possibilités de se développer, et puis qu'il fallait commencer à penser à un nouveau pacte fédératif. Et donc, il a utilisé toutes sortes d'expressions, et il était vraiment... il parlait beaucoup à cette époque-là d'États associés. Ouais. Mais au fond, quand on le voit, cette évolution là, de ces États associés, du nouveau pacte fédératif, de ce qu'on allait négocier d'égal à égal, il n'a pas changé beaucoup au fil des années. Et donc, ces États associés et le texte qu'il a voulu soumettre au Congrès, qu'il a voulu soumettre parce que finalement, il ne l'a pas été, qu'il a voulu soumettre à ses collègues du Parti libéral, ben, c'est l'essence de ce qu'on va retrouver dans Option Québec, et donc de la souveraineté association, de tout ce qui va suivre après, de la question référendaire de 1980, etc. Donc, il n'a pas vraiment changé d'idée. Mais en 1967, il a vite compris qu'il serait impossible de convaincre ses collègues libéraux. Mais il a dû y croire pendant quand même un bout de temps. Il a
probablement cru qu'il aurait suffisamment d'alliés pour au moins provoquer Forcer. une vraie réflexion, Ouais, c'est ça, provoquer quelque Et chose. ce n'est pas arrivé. C'est célèbre. Il quitte le Congrès et va fonder d'abord un mouvement Souveraineté Association, va lancer ce livre Option Québec et va finalement fonder le Parti québécois en 1968. Alors, un mot là-dessus. Vous avez travaillé à la permanence plusieurs années. Alors, il était à la fois fier de ce parti démocratique, populaire, financé par ses membres, mais il avait aussi un rapport complexe et trouble avec peut-être ses militants les plus pugnaces, les plus aguerris. Parlez-nous de ce rapport un peu ambivalent au Parti québécois. Bien, je dirais que c'est presque, quand on y pense, c'est presque un mariage impossible. Oui. Entre un homme comme lui, qui est allergique à toute forme d'embrigadement, qui est anti-structure, si on peut dire, qui n'a aucun formalisme, qui est anti-establishment, et puis un parti qui lui a imposé une structure de fonctionnement, mais alors remplie de contre-pouvoirs. Oui, inspiré du Parti communiste yougoslave. Exactement, parce que c'est la bande autour d'André Larocque et de jeunes politologues qui sortaient de l'université et qui ont concocté des statuts qui étaient, mais contraignants, comme on n'avait jamais vu ça, et encore une fois, qui étaient remplis de contre-pouvoirs, si on peut dire, et puis qui prétendaient assujettir les dirigeants à la seule volonté des membres qui allaient s'exprimer en Congrès. Donc, au départ, c'est quelque chose qui paraît totalement absurde. Pourquoi ça a fonctionné? Je dirais que ça a fonctionné parce que, d'abord, René Lévesque a très souvent mis sa tête sur le bio. Et il a fait comprendre à beaucoup de monde qu'il placerait toujours ses convictions les plus profondes au-dessus des intérêts du parti. Et donc, ça a choqué, ça a agacé beaucoup des militants, de certains militants qui cherchaient à le défier, mais ça a fonctionné beaucoup parce que, à certains moments, il a forcé les assemblées, les congrès à revenir sur certaines décisions. Puis ça a fonctionné pour une deuxième raison, c'est qu'il a toujours été entouré, tout le temps qu'il a été à la tête du PQ, d'une équipe de dirigeants qui le suivaient loyalement, qui pensaient comme lui, qui étaient des pragmatiques, qui étaient des gens de terrain. Et ça a été très, très important pour lui. Et il a souvent dit, moi, j'appartiens plus à un groupe de personnes en qui j'ai confiance et puis avec qui je sais qu'on peut faire beaucoup de choses qu'à un parti politique. Il faut passer assez rapidement sur la crise d'octobre. Alors, un des premiers grands défis du nouveau parti après cette élection d'avril 1970, quelle ligne politique adopte-t-il? C'est invivable pour lui parce qu'il n'est pas très sympathique au FLQ, pour dire le moins. Il n'est pas du tout sympathique aux décisions sur les lois des mesures de guerre. Comment trouve-t-il sa voie? C'est-à-dire que par rapport au FLQ, qui a commencé au début des années 60, il a toujours, évidemment, dénoncé la violence. Il a toujours dit que c'était quelque chose d'injustifiable. Mais en même temps, il disait comprendre qu'on soit... l'impatience. Qu'il y a une impatience et qu'on dénonce des injustices qui persistaient dans un système qui avait encore beaucoup d'inégalités. Et donc, il a développé la posture, oui, je comprends un certain nombre de choses que vous dénoncez, mais c'est par la voie démocratique qu'on va y arriver. Et quand la crise d'octobre est arrivée avec l'enlèvement des 2 diplomates, bien là, évidemment, pour lui, ça a été un choc qui est devenu un bouleversement quand il a assisté, comme tout le monde, là, à ce journal télévisé où on avait trouvé le corps de son ancien collègue Pierre Laporte dans un coffre de voiture. Et là, sa position tenait en 3 choses. 1, parce qu'il avait, lui, plaidé pour qu'on négocie avec les ravisseurs pour empêcher qu'il y ait mort d'homme. 1, il faut dénoncer cette violence du FLQ, et puis il a eu des propos très, très durs à l'endroit des felkistes. Deuxièmement, il a fait reproche au gouvernement du Québec de s'être écrasé devant Ottawa. Il n'a jamais compris pourquoi Robert Bourassa c'était à toute fin pratique, là, sorti du dossier. Il avait laissé toute la place à Ottawa et il s'en est pris au fait que, évidemment, à Ottawa, Pierre Elliott Trudeau, le gouvernement libéral, récupérait cette crise-là pour essayer d'associer. En associant, bien sûr, le PQ et le FLQ, mais pour tuer le mouvement souverainiste dans le... Et c'est là que la posture de René Lévesque a été extrêmement importante dans ces années-là, parce que non seulement il a
défendu ses positions face au gouvernement d'Ottawa notamment, mais aussi face à ses adversaires politiques au Québec et au gouvernement du Québec. Mais il l'a défendu à l'intérieur de son propre parti pour éviter qu'il y ait la moindre tentation de sympathiser avec ce qui s'était passé. Et c'est cette posture qui a permis, même si à court terme, son parti avait perdu des plumes, mais à moyen terme, c'est ce qui a permis, moi je suis convaincue que c'est la présence de René Lévesque qui a fait que le mouvement souverainiste n'est pas mort en même temps que le FLQ à ce moment-là. Alors, arrivons en 1976, il y aurait tant à dire, mais arrivons en 1976. Quand on écoute, il y a eu des bonnes séries à la radio, tout ça, sur ces événements du 15 octobre. Et en général, les observateurs disent, du 15 novembre, oui, les observateurs disent il était comme tout à fait bouleversé, il ne pensait pas que ça viendrait si vite. C'est ce que souvent les gens racontent. Et vous, dans votre livre, vous dites, oui, peut-être qu'il n'attendait pas si vite, mais le pouvoir, la prise du pouvoir ne va pas l'ébranler, va le révéler. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire que d'abord, René Lévesque avait déjà connu le pouvoir. Il avait été ministre dans un gouvernement, donc il savait ce que c'était un gouvernement. Il ne l'avait pas vu venir parce qu'il ne pensait pas que ça arriverait à ce moment-là. Bon, et donc... Son leadership venait juste d'être un peu contesté. Il a réagi un peu comme on le voit réagir comme si un fardeau qui sur ses épaules. Oui. Ça, c'est sa première réaction, donc le soir. Oui. Mais je dirais que 2 heures après, il était devenu premier ministre. Et donc, il avait revêtu, si vous voulez, ses habits de premier ministre. Moi, ce que j'ai souvent dit, c'est le regard qu'on portait sur lui qui a dû changer ce soir-là. Mais il s'est révélé très à l'aise. Évidemment, ça ne l'a pas empêché de conserver certaines habitudes, là, un peu... vous alliez dire peut-être même de mauvaises habitudes. Quelquefois indiscipliné. Bon, il a gardé un côté un peu... J'utilise des fois l'expression un peu gavroche. Là, bon, son absence de formalisme, elle est demeurée. Puis, mais il aimait gouverner, il aimait faire des choses et il voulait absolument faire certaines réformes. Il est arrivé au gouvernement avec d'abord une plateforme électorale qui comprenait un certain nombre d'engagements qu'il était bien décidé à réaliser. Et ça le motivait d'une manière extraordinaire. Oui. Justement, parlons une de ces grandes réalisations. Et si je vous comprends bien, la réalisation dont il a été le plus fier, c'était cette fameuse loi sur le financement des partis politiques, peut-être même davantage que la loi 101, la Charte de la langue française. Oui. Mais pourquoi? Expliquez-nous la genèse de sa réflexion sur le sujet rapidement. Pourquoi il était si fier de cette loi? Bien, il faut savoir que, d'abord, quand on critiquait le régime du Plessis à la fin des années 50, on critiquait aussi le patronage, les caisses électorales occultes. Il a pensé qu'au Parti libéral, parce que le Parti libéral s'était donné une plateforme dans laquelle on disait qu'on allait mettre fin à ce financement occulte. Et il a réalisé que les vieilles habitudes étaient revenues donc très rapidement au Parti libéral après l'élection du gouvernement Lesage. Et il a été déçu de son expérience à ce point de vue-là. Et donc, il a quitté le Parti libéral, c'est vrai, sur son projet constitutionnel, mais il a aussi quitté sur la question de ce financement occulte des partis politiques, sur cette question de la caisse électorale. Qui n'avait pas été réglée de son point de vue. Qui n'avait pas été réglée. Et donc, quand il a fondé le Parti québécois, dès le départ, il a imposé une structure de financement complètement démocratique, ouverte seulement aux simples citoyens, et il a établi dès le départ que le parti ne recevrait jamais d'argent de personne d'autre que de simples citoyens. Et donc, le parti a bâti, si on peut dire, c'est constitué une caisse électorale qu'on a appelée la caisse propre. Ouais. C'est le terme qu'on a utilisé en 1976. Et donc, c'est constitué un financement annuel qui était correct et même une caisse électorale à partir de ce financement. Donc, c'était une grosse organisation, là, chaque année, l'opération de financement. Et donc, quand il est devenu premier ministre, qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est dit, la première chose qu'on va faire, c'est celle-là. Ouais. Et il a voulu que ce soit la première loi
Et c'est là que Camille Lorrain l'a pris de court, en arrivant rapidement avec sa réforme linguistique. Ouais. Et donc, ça a été la deuxième loi, ça a été la loi sur le financement politique. Mais il a toujours dit, après, que la loi dont il était le plus fier, c'était la loi sur le financement des partis politiques. Et d'ailleurs, c'était avant-gardiste à l'époque. Absolument. Maintenant, allons un peu plus vite. Arrivons au fameux référendum. Oui. Il y aurait aussi d'autres réformes dont on pourrait parler, mais allons tout de suite à ce fameux référendum du 20 mai 1980. Écoutez, quand on lit l'histoire, tous ceux qui nous racontent les coulisses un peu, les acteurs, nous disent tous, j'ai jamais entendu rien d'autre que, sauf pendant le débat parlementaire qui va précéder, enfin le dépôt de la question, je crois. Oui, c'est ça, l'Assemblée nationale. Sauf durant ce débat où chaque parti va faire valoir ses arguments, les sondages ont toujours indiqué que l'appui était en dessous de 50 %. Oui. Donc, on se demande quand même pourquoi, avec de tels scores dans les sondages, pourquoi René Lévesque est quand même allé de l'avant avec ce référendum si tous les indicateurs montraient qu'il allait perdre. Parce qu'il l'avait promis. C'est la seule raison. C'est-à-dire, il l'avait promis, il s'y était engagé solennellement. Il y avait même eu une petite allocution télévisée juste avant la date, le jour de l'élection, où il avait dit, là, on vous demande de nous aider à former un gouvernement, et puis après, on va vous consulter par référendum. Et il l'avait promis aussi à ses militants. Ça n'avait pas été facile de faire accepter au Congrès de 1974 par les militants pressés que l'élection, bon, ce n'est pas l'élection qui allait déterminer, c'est l'accession à l'indépendance, mais qu'on ferait un référendum après. Et donc, il s'était solennellement engagé, à la fois vis-à-vis de son parti et à la fois vis-à-vis de la population, à tenir ce référendum. Mais il croyait à ce moment-là aussi que le fait d'être un bon gouvernement, de bien performer, de faire des choses, donc de remplir des engagements qui étaient des choses que les gens voulaient, souhaitaient, de faire des bonnes réformes, que ça allait faire progresser l'appui à la souveraineté. Ça n'a pas été le cas. Et donc, il est clair qu'il ne se faisait pas trop d'illusions. Mais Lévesque, c'est un combatif. Il ne jetait pas les gants. Il pensait peut-être qu'une bonne campagne pouvait faire la différence. Il pensait qu'une bonne campagne, peut-être, ne lui ferait pas gagner, ne permettrait pas d'atteindre le 51-52 %. Mais peut-être au moins irait chercher une majorité de francophones. Sa vraie déception le soir du référendum, c'est que, bon, il y a eu un francophone sur deux à peu près, le cas 40-60, c'est à peu près ça que ça donne. Donc, il n'y a pas eu cette solide majorité francophone qui, d'après lui aurait donné quand même un atout face à Ottawa, ou en tout cas un rapport de force un peu plus grand. Et ça, il ne l'a pas obtenu. Mais il y a des gens qui ont tenté de l'amener à reporter, mais il n'y en était pas question. Il n'y en a jamais été question pour lui. Et cette fameuse question avec plein de points-virgules, là, est-ce qu'il l'a un peu regretté par la suite? Est-ce qu'il vous en a déjà parlé ou il trouvait que c'était la question dans les circonstances à poser? Il n'a jamais voulu revenir là-dessus par la suite. De toute façon, il était convaincu que, étant donné que les sondages, et surtout les sondages, quand on posait la question aux gens, est-ce que vous allez dire oui ou non à l'indépendance, c'est encore bien plus bas que quand on posait la question sur la souveraineté, association avec un trait d'union, etc. Bon. Et donc, il a voulu poser une question qui était longue, mais qui était pédagogique, et donc qui décrivait exactement ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire on veut accéder à la souveraineté politique, mais dans le cadre d'une association avec le Canada qui prévoit une union monétaire, marché commun, etc. Et il voulait que ça soit vu comme... Quelque chose un peu pédagogique, peut-être. Quelque chose qui se fait en même temps. Et puis, il avait même promis un deuxième référendum à la suite des négociations. Il avait très bien compris. Ce que les Québécois craignaient, c'est la rupture, cette fameuse rupture. Et donc, lui était en désaccord et il s'est toujours opposé à ceux et celles au Parti québécois qui disaient « Oui, on va rompre, puis on verra bien après, ils reviendront bien. » Lui, il ne le voyait pas comme ça. Il savait, il avait compris que les Québécois, ce qu'ils craignaient le plus, c'était une rupture brutale avec le Canada. Et donc, qui plaçait dans l'inconnu. Et donc, lui, sa démarche, c'est dans ce sens-là que je dis, au fond, qu'il n'a jamais changé d'idée par rapport à ça. Alors, un mot sur l'année 1981. Alors là, c'est probablement une des années les plus noires de sa carrière politique.
La même année, il est sur deux fronts. Il est sur le front social, une crise économique épouvantable, des grèves, des lois spéciales, une sorte de rupture avec le mouvement syndical cette année-là. Et au plan constitutionnel, rapatriement, isolement du Québec. Est-ce que cette année-là va le casser, va le briser, politiquement, mais aussi personnellement? Il faut dire que l'affrontement avec les syndicats, c'est venu après. Ouais. Le 81, c'est la crise économique, évidemment, qui est arrivée. Le gouvernement a commencé à ce moment-là à combattre cette crise économique. La nuit des longs couteaux, ce qu'on a appelé la nuit des longs couteaux, donc la fin de l'issue de la conférence constitutionnelle, je dirais que ça l'a profondément irrité parce qu'il a vu des premiers ministres renier leur signature. Lui, qui accordait tellement d'importance à la parole donnée. À la parole donnée, il a été terriblement ulcéré de voir que des collègues, dont certains étaient presque devenus des amis, ça faisait 8 mois que ces gens-là travaillaient ensemble à contrer le plan Trudeau. Et donc, là, en quelques jours, heures. En quelques nuits, bien, ça avait commencé un petit peu avant. Bon, on a beaucoup exagéré la fameuse nuit, mais ça se préparait quand même. Bon. Mais de voir qu'en quelques jours, et dès lors que ces gens-là se retrouvaient devant le gouvernement fédéral, ils perdaient tous leurs moyens, puis ils étaient prêts à renier leur signature. Et ça, il l'a pris très durement. Est-ce que ça l'a brisé? Pas du tout, parce qu'il y avait aussi la crise économique qu'il fallait gérer. Et ça, il accordait beaucoup d'importance à ça. Donc, il s'est plongé là-dedans, ce qui a mené à un affrontement très dur avec les centrales syndicales. 82-83 ont été des années encore plus éprouvantes. Et donc, tout ça ne s'est pas déroulé en une seule... C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé dans la même année. Donc, c'est 81, 82, 83, les lois spéciales, et là, le boucher de New Carlisle. Et moi, je dirais que il a été... il y a un effet d'accumulation, bien entendu, mais je dirais que les difficultés qu'il a vécues avec le syndicat, puis il faut dire que le gouvernement était plus usé, lui-même, tout était devenu plus difficile. Je pense que ça l'a davantage heurté encore que la défaite constitutionnelle de 1981. Il a vraiment très mal pris l'attitude des syndicats à l'époque. Il en a gardé ça une vraie amertume, une vraie rancœur. Alors, il donne une chance au fédéralisme avec ce fameux bourrisme de 1984. D'ailleurs, vous l'expliquez très bien dans votre livre. J'ai trouvé que c'était avec des documents à l'appui pour montrer son évolution sur le sujet. De l'aveu de ses proches, notamment de son épouse de l'époque, Corinne Côté, il a des problèmes de santé. Oui. Est-ce qu'il démissionne en 85 de son propre chef ou il est poussé vers la sortie? Là, vous avez 1 minute 30 pour me répondre à cette question. Je dirais un peu les deux. C'est-à-dire qu'il a été très certainement poussé vers la sortie. Il n'avait plus l'appui de bon nombre de collègues. Il savait que tout le monde travaillait, évidemment, à la succession. Et il a mis du temps avant de... Mais il avait reçu plusieurs signaux, je dirais, qui lui indiquaient qu'il devait partir. Et donc, on ne peut pas dire qu'il est parti vraiment de son plein gré. Ce qu'il a choisi, c'est le moment de son départ. Oui. Et ça, personne n'a pu lui dicter le moment et la manière dont il le ferait. Et puis, il le fait au mois de juin, finalement, après des partiels que le Parti québécois avait encore perdus. Mais non, on ne peut pas dire qu'il est parti de son plein gré. Oui. Mais cela dit, une fois que sa décision a été prise, c'était réglé. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, quand les gens démissionnent au fur et à mesure où ils gouvernent, il y a des gens qui vont le voir, qui quittent le bateau. Et j'ai lu souvent, il dit « Ah, vous avez de la chance, vous allez retrouver votre liberté ». C'est que d'un côté, René Lévesque, on a l'impression qu'il est très encarcané par l'exercice du pouvoir, Absolument. Mais en même temps, il aime l'exercice du pouvoir. Et donc, il y a chez lui aussi une ambivalence par rapport à ça. Et donc, ça a dû justement peser dans sa décision de quitter ou pas. Oui, c'est vrai, mais René Lévesque, c'est quelqu'un qui tournait la page. Ouais. C'était pas du tout quelqu'un qui, une fois qu'il avait pris une décision ou qu'une chose était arrivée, il avait une première réaction difficile, il avait une première réaction dure, et puis après, il tournait la page. C'est ce qui est arrivé au lendemain du référendum. En 1980, le soir de 1980, c'est vrai qu'on voit sur la scène René Lévesque qui est profondément peiné. Mais le lendemain, il avait tourné la page.
Maintenant, on s'en va vers l'élection, puis on passe à autre chose. Et donc, après son départ, il est passé à autre chose et il a retrouvé... D'abord, il a eu du plaisir à écrire ses mémoires, même si, évidemment, la première partie est passablement plus intéressante que la deuxième, mais il a pris du plaisir à le faire et ça l'a comme sorti. Ah oui. Et puis, moi, je l'ai vu très souvent, évidemment, à cette époque-là, et il était très serein. Ah oui. Et il faisait tout, d'ailleurs, pour éviter à avoir à commenter ce qui se passait. Il le regardait, il était sorti de ça. Et ça ne lui posait pas trop de problèmes. En conclusion, en 1 minute, comment vous réagissez à cette espèce d'unanimisme autour de René Lévesque aujourd'hui, ce consensus transpartisan? Est-ce que ça vous fait sourire, ça vous surprend? Quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est-à-dire que, comme bien du monde, moi, je suis étonnée de voir qu'après tant d'années, ça demeure aussi important. Moi, je vous dirais que c'est parce que il était lui-même transpartisan. C'est pas quelqu'un qui... c'était pas d'abord un homme de parti politique. Et donc, je pense que tout le monde peut, à bon droit, se réclamer d'une ou l'autre des positions ou des convictions qu'a exprimées René Lévesque tout le long de sa carrière. Il y a le René Lévesque journaliste, le René Lévesque ministre libéral, il y a le René Lévesque premier ministre. Et donc, moi, je pense que c'est justement son côté un peu hors parti qui fait qu'on peut se réclamer de lui. Et puis, je pense que c'est sa personnalité aussi. Il y a une sorte d'intégrité chez l'homme que tout le monde reconnaît. Merci beaucoup, Martine Tremblay, pour cet entretien. C'était vraiment très intéressant. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous devez absolument lire son livre « Derrière les portes closes » qui a été publié en 2006. Il faut lire aussi la monumentale biographie écrite par Pierre Godin. Heureusement pour nous, il en a synthétisé dans un seul volume la substantifique moelle des 4 volumes dans un seul livre. Il y a plusieurs autres ouvrages. Avec Xavier Gélina, on est en train de travailler aux chroniques politiques de René Lévesque. On a publié déjà 2 tomes. Mais donc, ce n'est pas les lectures qui manquent. Merci beaucoup et à bientôt.